Bonjour Dimanche en politique, suite Dimanche en politique qui s'intéresse aujourd'hui à la 3e circonscription de la Gironde, détenue depuis 20 ans par l'écologiste Noël Mamère. Cette circonscription va, c'est certain, changer de couleur. Les deux qualifiés pour le deuxième tour sont sur notre plateau. Maric Fétou, bonjour. Vous représentez La République En Marche. Vous étiez un militant MoDem et vous êtes adjoint au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adjoint d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, porte les couleurs d'En Marche dans la 3e circonscription de Gironde. Pour rencontrer les acteurs associatifs et culturels, le candidat a choisi une pièce de théâtre. Il avait déjà organisé son agenda. On a un peu anticipé les choses, donc effectivement j'ai mon budget de campagne, j'ai ma directrice de campagne, j'ai un mandataire financier, j'ai des collaborateurs. L'équipe n'est pas encore complètement au complet, mais elle est en tout cas déjà bien organisée, sachant que je m'appuierai en plus beaucoup sur les référents et les animateurs de comité de En Marche Gironde. Des soutiens qui ne seront pas de trop. Loïc Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous représentez la France Insoumise, c'est votre première candidature pour une élection législative. Vous êtes donc au second tour, nous allons en parler également. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Je vous propose tout d'abord de voir et de redécouvrir vos scores lors du premier tour. Maric Fétou, vous êtes arrivé en tête dimanche soir avec 33,43% des suffrages. Comment analysez-vous ce résultat ? Écoutez, le score démontre que les Français sont cohérents. Ils ont élu Emmanuel Macron président de la République et ils souhaitent lui donner une majorité au Parlement. Mais dans tous les sondages, aucun candidat ne fait résolument plus de 25%. Mais est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement que, élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti? Moi, je n'y crois pas. Mais non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable, parce que ce serait un hold-up. Loïc Prudhomme, nous avons vu votre score. Vous avez fait un peu plus de 19%. Vous êtes qualifié pour le deuxième tour. Il faut rappeler que sur cette circonscription, il y avait 22 candidats. C'était la circonscription qui comptait le plus de candidats en Aquitaine. C'est énorme. Là encore, qu'est-ce qui a fait la différence pour vous permettre de vous qualifier ? Sans doute la clarté et la cohérence de notre démarche depuis notamment l'élection présidentielle où nous représentons le programme L'Avenir en commun. Et ce programme est un contrat de loyauté que nous avons avec les électeurs. Et malgré la faible participation que tout le monde a notée et que tout le monde déplore, c'est sur cette clarté-là que nous avons pu effectivement passer ce premier tour fort difficile avec 22 candidats en liste. Donc voilà, on est plutôt satisfait, bien sûr, d'être arrivé à ce Alors il y avait une travail. spécificité sur cette circonscription. Noël Mamère, le député sortant, député depuis 20 ans, n'était pas candidat, mais il était suppléant de Naïma Charaï, candidate socialiste de cette circonscription. Donc il y avait normalement tout son poids dans la balance. Pour autant, Naïma Charaï donc termine 3e avec 17%. C'était une surprise pour vous, Maric Fétou, ce score du Parti socialiste ? Personnellement, je n'étais pas tellement surpris parce que sur les marchés, quand on parle aux gens, on voit bien ce qu'ils nous répondent. C'est un problème de cohérence. Je vais peut-être sans doute revenir souvent sur cette question-là, parce que depuis quelques longs mois, on ne sait plus effectivement où se situait le PS. Parfois il est en marche, parfois il ne l'est pas. Il faut dire que cette circonscription, ça se confirme au deuxième tour, puisque Naïma Charaï, candidat socialiste, qui a été battu, donc apporte son soutien, vous soutient. Deux camps qui s'affrontent, des sociodémocrates d'un côté et une gauche plus radicale de l'autre. Mais écoutez, nous on représente aujourd'hui, contrairement à ce que dit Maric Fétou, il n'y a pas une gauche radicale et des sociodémocrates, il y a effectivement une tradition de gauche humaniste et écologiste dans cette circonscription, et il y a en face de nous effectivement la partie libérale de l'échiquier politique qui est représentée par En Marche. Donc nous, notre stratégie, elle n'est pas différente de celle de premier tour. On espère être clair sur nos idées, sur les idées que l'on porte, sur les combats locaux que nous avons à défendre. Et donc voilà, on va continuer à être clair. Ce que je voulais juste rajouter, et j'ai pas eu le temps de finir par rapport à l'échec de Naïma Charaï, j'ai dit qu'elle payait effectivement l'étiquette PS, qui est très confuse aujourd'hui. Pour autant, et son ralliement le souligne, nous étions sur des valeurs très proches. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon avait fait un score bien plus élevé lors de la présidentielle sur cette circonscription. Vous faites 19%, certes ça vous qualifie, mais vous avez perdu beaucoup de voix de la France Insoumise. Où sont partis ces électeurs ? Mais je pense qu'ils sont partis avec les voix aussi de tous les autres candidats. Quand on a 50% d'abstention,
circonscription. Personne ne peut se prévaloir d'avoir conservé les voix qu'il avait à la présidentielle. Donc voilà, on fait ce constat, on est très triste qu'il n'y ait pas une mobilisation. Je pense que les gens n'ont pas perçu l'enjeu aussi important des législatives par rapport à l'échéance présidentielle. Et c'est notre travail, nous, de terrain, que l'on fait depuis de nombreuses semaines, c'est de redonner du sens politique aux discussions que l'on a sur l'espace public aujourd'hui, sur la circonscription. Maric Fétou, comment redonner du sens politique pendant cet entre-deux tours pour justement convaincre les électeurs de voter pour vous au deuxième tour et de rassembler autour de votre candidature? Bien écoutez, moi je suis un candidat à l'écoute des habitants de la circonscription. J'ai promis que si j'étais élu, il y aurait une véritable démarche participative. Avec des idées qui seront proposées par les habitants eux-mêmes suite à des consultations qui seront répercutées au niveau national. Et d'ailleurs... Vous évoquez la réserve parlementaire. Le projet de loi de François Bayrou envisage de supprimer cette réserve parlementaire, en tous les cas dans la distribution, la forme de la distribution actuelle. C'est quelque chose qui vous conviendrait, ça? Donc moi je m'étais engagé, si cette réserve parlementaire était maintenue, à en faire une réserve participative avec des appels à projets, avec un jury citoyen. Alors on va faire un tout petit peu de comptabilité dans cette émission pour cette élection, même si la politique c'est pas tout à fait ça. Mais comment allez-vous réunir suffisamment de voix pour gagner dimanche prochain, sachant que la candidate du Parti socialiste appelle à voter pour votre adversaire, que le Parti communiste va peut-être également rejoindre la France insoumise? Ça va être compliqué si vous faites un aspect très comptable? Écoutez, nous on n'est pas dans des accords d'appareil. Ce qui compte, c'est aujourd'hui les idées et les valeurs qu'on représente. Ça a été dit, et vous le savez tous, notre pays a été confronté à une vague sans précédent d'attentats. Mais l'histoire nous enseigne que n'importe quel dogme, même le moins violent, les bouddhistes, qui sont réputés pour la paix intérieure, la zénitude, qui peut les habiter, je trouve que les bouddhistes réalisent des massacres dans certaines parties du monde, notamment en Birmanie. Donc on voit bien quand même que même un dogme le plus paisible soit-il peut être instrumentalisé à des fins guerrières quand il s'agit de capter des ressources humaines ou économiques. Autre exemple de quelque chose qui, à la base, n'est pas un dogme, mais qui peut être érigé en dogme et devenir dangereux, et être utilisé à l'inverse de ce pourquoi il a été fait, c'est le principe de laïcité. La laïcité. Le principe de laïcité, donc, qui est malheureusement érigé en dogme par certains en France, au même niveau qu'une religion, et qui se retrouve à l'opposé de ce pourquoi il a été fait, à légitimer des discriminations. Alors qu'au contraire, dans nos textes, dans notre histoire, la laïcité, c'est la liberté de conscience, bien entendu, comme pour toute liberté fondamentale, dans les limites de l'ordre public et des libertés d'autrui. Un certain nombre de responsables ont une vision un peu étriquée de la laïcité. Il y a une chose qui est sûre, qui s'applique avec la laïcité, c'est que nul n'est au-dessus des lois. Ça veut dire que vous avez le droit d'exercer votre religion, mais elle ne prend pas le pas sur la loi de la République. Voilà, ça c'est la laïcité pure et simple. J'ai voté les lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. J'ai voté la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Nous étions peu nombreux. Chacun est libre et doit être libre partout, de croire ou de ne pas croire. Ce sont des tartuffes. Des hypocrites. Des hypocrites. Je ne suis pas sûr que tous les électeurs de Naïma Charaï se reportent massivement sur la France insoumise. Justement, quand on parlait des désaccords, il y a eu un désaccord notable lors de ces législatives, c'est le désaccord entre la France insoumise et le Parti communiste français. Il y avait un accord pour la présidentielle qui n'existait pas pour les législatives. Vous l'avez regretté peut-être ? Écoutez, c'est une question dont on a maintes fois débattu sur les plateaux locaux et nationaux. C'est un désaccord de stratégie. En même temps, on voit aujourd'hui qu'on parlait de ralliement, ce n'est pas des accords d'appareil qui sont décrits là, mais c'est un ralliement sur des valeurs. Effectivement, les valeurs humanistes et écologistes qui sont portées sur cette circonscription depuis de nombreuses années. Donc nous, on n'a pas fait de tambouille à l'entre-deux tours, qui fait que les électeurs du Parti socialiste qui étaient derrière Naïma Charaï, qui sont plutôt de l'aile gauche, on va dire, du Parti socialiste, sont plutôt sur nos positions. Et je pense que les électeurs se retrouvent sans difficulté sur notre candidature.
pour vraiment éviter tout ce qui va nous arriver avec un Parlement où on aurait ici le 401e député de En Marche qui effectivement n'aurait pas une utilité importante. Nous, ce qu'on propose ici, c'est de porter quand même la pluralité dans l'Assemblée. Il nous semble que le débat démocratique ne peut pas avoir lieu avec un parti unique qu'on nous avance, qu'on nous promet. Si je peux répondre sur la question du député utile, oui, comptez sur moi pour être une force de proposition dans la future majorité. Alors, je n'ai pas la langue dans ma poche et en général, quand je ne suis pas d'accord, je le dis et je suis force de proposition. Malheureusement, je crains que la France insoumise soit plus dans une opposition systématique et peu constructive. Ce sont des jeunes qui sont dans la pauvreté, mais finalement, cette pauvreté devient une revendication sur un fond de rejet de la société capitaliste et impérialiste. Jaurès disait, Jean Jaurès, je cite Jean Jaurès, « La République restera laïque si elle sait rester sociale ». Une agence immobilière dont je tenais le nom, mais sur la fiche était marqué « pas de noir pour la location ». On imagine bien qu'il s'agit d'une erreur de communication, mais qu'il doit y avoir plein de fiches avec plein de critères, même des codes. J'ai fait un reportage, il y avait des codes pour que personne ne comprenne que tel appartement était interdit à telle catégorie de la population. Alors, continuons ensemble sur un chemin vertueux que nous avons emprunté à Bordeaux il y a de nombreuses années, où tous réunis, élus, acteurs du culte, associations, simples citoyens, nous œuvrons de concert pour faire de ce monde un monde meilleur. Je vous remercie. Cette future majorité, si l'on regarde les projections, dimanche prochain, elle pourrait ressembler à 415 à 455 députés La République En Marche dans l'hémicycle. On sait qu'il y a 577 députés, donc un score très important, beaucoup plus important que ce que représentent les 32% des votes de La République En Marche et le MoDem. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Écoutez, moi je suis depuis 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai pris ma carte au mouvement démocrate, et je suis pour 10 ans pour une dose proportionnelle importante dans les élections législatives. Vous êtes favorable à une dose de proportionnelle? Oui, bien sûr, et c'est un engagement d'Emmanuel Macron, et nous ferons la réforme. Vous savez que François Hollande, par exemple, et d'autres avaient également annoncé qu'il y aurait une dose de proportionnelle, et ça n'a pas existé, ça n'a pas été fait lors du mandat précédent. Mais là, c'est un engagement de campagne qui est très clair, et je pense qu'avec François Bayrou, il sera difficile de faire autrement. C'est le combat de sa vie, parce qu'effectivement, quand on est un petit parti, il faut qu'on puisse être aussi représenté à l'Assemblée nationale en dehors du scrutin uninominal à 2 tours. C'est un sentiment que vous partagez concernant la proportionnelle? Oui, bien sûr, nous, la proportionnelle, on l'a défendu dans notre programme. Par contre, je voulais revenir sur l'analyse des scores nationaux et la désaffection. Je ne partage pas, par contre, l'avis de dire qu'il y a trop d'élections, prétendre insuffler du dynamisme à la démocratie et prétendre qu'il y a trop d'élections, ça me paraît un petit peu antinomique. Nous, par contre, on a clairement identifié que cette 5e République est à bout de souffle, les institutions ne fonctionnent plus. Il y a eu notamment cette inversion du calendrier. Enfin, plus personne n'y trouve son compte. C'est pour ça qu'on proposait, dès le programme présidentiel, et qu'on défendra toujours ça, c'est de passer à une 6e République, où pour le coup, on est vraiment sur une implication des gens d'une manière plus directe, avec notamment une utilisation des référendums plus forte. Et puis pour revenir sur le mot démocratie participative qui a été beaucoup employé déjà par Marc Festou, c'est assez surprenant qu'il découvre, que son mouvement découvre la démocratie participative quand on sait déjà, sur un simple exemple, mais sur la désignation des candidats, on voit que c'était une démarche très pyramidale descendante sur la désignation des candidats d'En Marche. Nous, la démocratie participative, c'est pas une promesse d'après-campagne, c'est-à-dire que moi, la façon dont j'ai été désigné pour être le porte-parole et le candidat pour la France insoumise, c'est déjà ici d'un mouvement horizontal où tous les citoyens ont pu voter et se présenter justement pour défendre ces idées sur une cohérence et un accord avec les valeurs portées par le programme L'Avenir en commun. Je vous propose d'écouter Noël Mamère, donc député pendant 20 ans sur votre circonscription, celle que vous essayez de gagner aujourd'hui. Noël Mamère qui commente la situation nationale. On l'écoute. C'était un raz-de-marée qui était attendu. Le dégagisme de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné. Et donc nous sommes confrontés aujourd'hui à une Assemblée nationale qui risque de se retrouver avec près de 400 députés appartenant à La République En Marche, c'est-à-dire un peu plus de 100 au-delà de la majorité absolue. Je pense que c'est plutôt inquiétant pour la vitalité démocratique parce que il n'y aura qu'une opposition très faible à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas sain. Et en même temps, on peut se retrouver avec une assemblée godillot. Donc je crois qu'il faut que les Français comprennent
Bon, ils auraient eu envie de changer, on peut le comprendre, on est à la fin d'un système, à la fin d'un cycle, avec des partis politiques qui ont montré leur fragilité et leur faiblesse, puisqu'ils ont été incapables de produire des candidats pour les élections présidentielles, obligés d'aller vers des primaires. Nous payons d'ailleurs au prix fort une réforme contre laquelle j'avais voté en 2002, à savoir l'inversion du calendrier entre les présidentielles et les législatives. Une réaction par rapport aux propos également de Noël Mamère? Écoutez, je pense que son analyse est exacte sur la fin d'un système. C'est ce que je vous disais juste avant sur cette 5e République à bout de souffle. Donc oui, effectivement, elle est à bout de souffle. Ce dégagisme, il s'exprime aussi dans l'abstention. Donc voilà, on fait le même constat. Peut-être qu'à la France insoumise, on l'a fait peut-être un petit peu avant. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé aussi sur une stratégie différente pour aller vers une 6e République et quelque chose de plus partagé. Dans la deuxième partie de cette émission, on va s'intéresser à votre circonscription, cette fois-ci d'un point de vue très stratégique, puisque lorsque vous serez élu, il y aura énormément de travail. Et la première chose, sur cette 3e circonscription de Gironde, Marie Fétou, quelles seront vos options, vos priorités en matière d'emploi? Ça passe par un allègement du Code du travail. Aujourd'hui, le Code du travail est trop lourd, ça freine l'embauche, c'est ce que nous disent les chefs d'entreprise, y compris dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et je le sais parce que je suis moi-même directeur d'une association. En même temps, il faut sécuriser les employeurs avec des mesures nouvelles de sécurité, comme Loïc Prud'homme, en termes d'emploi, vos premières mesures, celles que vous allez défendre? C'est très clair, on est vraiment sur une opposition entre une doctrine très libérale où effectivement on se prévaut de dire que le Code du travail freinerait. Dans l'histoire, ça n'a jamais été le cas. Plus les salariés ont eu des droits, plus l'emploi, ce n'est pas corrélé avec une difficulté à trouver de l'emploi. Au contraire, plus les salariés sont protégés, plus ça permet de sauvegarder de l'emploi. Et en même temps, le discours est étrange de dire notre priorité c'est l'emploi et d'annoncer en même temps moins 120 000 postes de fonctionnaires. Donc c'est particulier. Alors, je pense que c'est un peu contradictoire. Nous, notre stratégie et notre programme, il est très clair et il est très cohérent. Il y a 6 millions de chômeurs aujourd'hui sur ce pays. On a un pays immensément riche. Notre PIB n'a jamais été aussi important. Et notre productivité individuelle n'a jamais été aussi grande. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on est sur la question du partage du temps de travail pour que chacun puisse bénéficier effectivement des fruits de cette richesse extraordinaire que nous avons dans ce pays-là. Donc voilà, on est pour un retour aux 35 heures réelles. Et voilà, et des heures supplémentaires qui seraient fortement taxées, parce que c'est ça qui permet aussi qu'il y ait de l'emploi derrière, de l'embauche, si nécessaire. Je reviens sur la spécificité de cette 3e circonscription concernée par le projet Euratlantique, ce quartier d'affaires qui sort de terre, qui progresse très vite, et l'arrivée de la LGV le 2 juillet. Qu'attendez-vous, il fait tout de ce projet-là, qui est plus qu'un projet, qui est un dossier très avancé, un changement sur votre circonscription avec beaucoup d'enjeux financiers? C'est une chance pour le développement économique. Ce sont quand même en France les entreprises qui créent des emplois. Je ne crois pas que l'État crée massivement des emplois. Ou alors il faut augmenter les impôts. Sur les plus riches, effectivement, d'où le partage. Et malgré l'augmentation des impôts, on avait quand même, selon l'Institut Montaigne, une progression de la dette de 118 milliards d'euros. Donc je ne suis pas sûr que vous soyez en capacité de pouvoir proposer une gestion. Je ne suis pas sûr que l'Institut Montaigne ait une analyse qui soit complètement neutre. Merci. Une réaction peut-être sur le quartier Euratlantique avant d'aborder le dernier point sur l'écologie? Oui, alors sur Euratlantique, effectivement, il faut rénover la ville et les quartiers insalubres. Après, c'est aussi des choix, c'est des choix politiques. Soit on rénove en installant des entreprises, soit on fait de la rénovation réellement de l'habitat. On peut trouver de l'habitat coopératif. Vous n'avez pas les entreprises peut-être? Et si, j'adore les TPE, les PME, mais voilà. Mais après les déplacer, je suis pas sûr que ça crée de l'emploi. Ce qui crée de l'emploi, c'est de partager le temps de travail. Alors qu'on déplace un emploi d'une circonscription à une autre, je pense pas que ce soit la solution pour trouver les 6 millions d'emplois qui nous manquent. Nous, on a effectivement des propositions pour créer de l'emploi. On va en parler sans doute sur la transition écologique. Alors ça va être le dernier thème en effet de cette émission. On l'a dit, le député sortant est un écologiste depuis bien longtemps. Quelles propositions faites-vous en termes d'écologie pour pouvoir impacter cette circonscription sur votre mandat en fait? En fait, toutes nos propositions sont marquées d'écologie puisque c'est la règle verte qui est dans notre programme. C'est-à-dire que dans toutes les décisions et les lois que l'on aura à voter, on partira du principe que si ça prend plus à la planète qu'elle ne peut régénérer,
ça n'est pas possible, ça n'est pas durable. Donc voilà, Alors pour être plus concret, on a, c'est pas sur votre circonscription, mais sur ce département Gironde, une centrale nucléaire du côté de la centrale du Blayais. Qu'est-ce qu'on fait pour la centrale nucléaire du Blayais? C'est très simple. J'ai ici le scénario négawatt qui explique comment on sort des énergies carbonées, notamment du nucléaire, à un horizon très proche. Donc la fermeture de la centrale du Blayais est pour nous une priorité, une nécessité urgente, parce que c'est-à-dire, c'est quoi l'échéance? Il faut fermer la centrale du Blayais. Elle arrive à l'échéance de sa durée de vie. Le grand carénage qui nous est promis pour les 19 réacteurs qui arrivent en fin de vie là, dans le quinquennat qui vient, c'est des centaines de milliards d'euros. Donc nous, on dit, elle arrive en fin de service, on ferme, et là, pour le coup, c'est un gisement d'emploi extraordinaire, parce que aujourd'hui, tous les employés qui ont cette expertise du travail dans la centrale nucléaire, on va avoir besoin de ces gens-là pour la démanteler, pour l'arrêter. On va avoir besoin d'emplois supplémentaires, parce que c'est un chantier immense. Juste pour mémoire, pour les gens qui s'intéressent un petit peu à cette question-là, il y a un seul réacteur qui a été arrêté aujourd'hui, c'est celui de Brennilis en Bretagne. C'est un tout petit réacteur en comparaison de ce qu'il y a ici à Blaye, et ça fait 20 ans qu'il a été arrêté. Il y a encore des gens qui travaillent pour le démonter, le démanteler. Donc vous voyez que l'emploi, pour le coup, est très lié à une transition vers une autre énergie. Pour conclure, donc, quelle est l'échéance pour vous, la fermeture de centrale du Blayais? C'est quoi l'échéance? C'est quoi la date? C'est à sa 40e année de vie. Donc voilà, c'est je crois dans une année ou deux. Oui. Donc voilà, on ferme. Vous pensez qu'on est capable, vous êtes capable de gérer cette situation aussi rapidement? Bien sûr. D'accord. Même question concernant l'écologie. Je pense qu'il faut quand même être réaliste. Oui. Je ne pense pas que le député de la 3e circonscription de la Gironde puisse avoir la quelconque influence que ce soit sur la fermeture d'une centrale. C'est des lois qui vont être votées quand même au Parlement. C'est des lois qui vont être votées, d'accord, mais enfin, je veux dire, a fortiori, si vous êtes dans un groupe minoritaire... Vous voterez pour la continuité du mix énergétique, nous on votera contre. Par contre, le programme d'Emmanuel Macron est très clair, c'est... Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui Président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Mais ça, c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Mais pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. S'il fait 2 ans VTC, c'est mieux pour trouver un CDI que s'il est 2 ans à toucher le RSA dans son quartier. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et donc c'est cette république contractuelle à laquelle je crois. Je suis favorable à ce que la loi prévoie de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. People do think that we need reform. We want to do reform, so we will do reform. When you compare with the UK in the 80s, I mean the main difference is that we didn't deliver at the time. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes
Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Parce que c'est notre projet! Bravo très sincèrement et du fond du cœur pour tout ce que vous faites.